Bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, je travaille à l'ONCFS, à l'unité sanitaire de la faune, comme Stéphanie et comme Jean-Yves Chollet, que vous avez vu tout à l'heure. Et je vais vous parler du sanglier, qui est une espèce. Alors aujourd'hui, je travaille un peu sur d'autres espèces, mais ça a été une espèce sur laquelle j'ai beaucoup travaillé dans le passé et qui intéresse beaucoup les vétérinaires, surtout les vétérinaires de l'État, avec toutes les maladies catégorisées qu'ils peuvent héberger, pas toujours bien sûr, mais qu'ils peuvent héberger. Donc, pour ce qui concerne le sanglier, alors évidemment, on a parlé d'espèces qui sont beaucoup plus, on va dire, patrimoniales ou d'intérêt de conservation précédemment. Le sanglier, on va le voir, c'est une espèce qui se porte très très bien. Voilà, peut-être même un peu trop bien, diront certains. Alors, vous avez ici sur cette carte qui est intéressante, même si elle date un petit peu, elle date de 2014, le range natif de Sus scrofa, en tout cas la partie sauvage de Sus scrofa, parce que je ne vous l'apprends pas, c'est la même espèce que le cochon domestique. Et puis, vous avez ici en gris la partie introduite par l'homme. Quand je dis introduite, c'est vraiment introduite, parce que c'est pas son range d'origine. Et puis, vous voyez qu'elle se porte très très bien aussi ailleurs. Voilà, donc ça pose un certain nombre de problèmes qui sont évoqués notamment dans cette publication, je vous conseille, sur les considérations environnementales et économiques, sachant que les maladies, c'est une toute petite partie des préoccupations. Il y a surtout des considérations économiques par rapport aux cultures et également par rapport à la conservation. Alors en France, on n'a évidemment pas d'indicateur d'abondance, c'est pas la peine de revenir dessus parce que pour toutes les espèces de mammifères, plus ou moins, on est un petit peu dans le pâté, mais on a les tableaux de chasse. Alors c'est pas parfait évidemment, mais ça a le mérite d'être des séries temporelles relativement longues, collectées de façon un peu systématisée par le réseau Ongulés Sauvages qui regroupe l'ONCFS et les fédérations de chasseurs. Et vous voyez ici, donc c'est des cartes qui sont pas complètement actualisées, mais on est quand même avec une tendance qui est assez claire. Voilà. Ici, un tableau de chasse qui, en fait, évidemment, est plus important sur la moitié est du pays. Mais lorsqu'on refait les tendances un petit peu récentes, en fait, cette courbe ici, elle traduit non seulement une augmentation d'effectifs, mais aussi une augmentation de la distribution vers l'ouest de la France. Cette tendance, elle n'est pas uniquement en France, en fait, elle est européenne, elle est même mondiale, en fait. Et on va voir que si on doit évoquer des causes, on a surtout une espèce qui est assez extraordinairement plastique et omnivore, capable de s'adapter à beaucoup de milieux, avec une forte fertilité. Chez une femelle adulte, on est à 6 jeunes en moyenne par femelle. Voilà, un petit peu moins pour les femelles subadultes. On a un gros turnover parce qu'on est dans des populations qui sont quand même relativement fortement chassées. Et on a en fait quelque chose qui dépend bien sûr, comme toujours, comme toutes les populations animales, de la disponibilité alimentaire et de la température. Et puis bien sûr, on a des facteurs anthropiques, des modifications paysagères, notamment, on va dire l'extensification de certaines cultures comme le maïs, les lâchers, l'agrainage, l'artificialisation dans certaines régions, en particulier quand on parle du centre de l'Espagne et de la Sologne. C'est des zones où on clôture les animaux et on les nourrit intensivement. La chasse, c'est la cause principale de mortalité dans cette espèce. On parlait du renard tout à l'heure. Alors, le sanglier, dans certains secteurs qu'on étudie depuis 30 ou 40 ans, on sait qu'on prélève jusqu'à 40% de la population tous les ans. C'est quand même beaucoup. Et malgré ça, en fait, vous avez cette publication d'Oliver Culling et puis de collègues comme Eric Bobet, qui est mon collègue qui travaille sur le sanglier à l'ONCFS, qui est pas mal, qui date de 2013. Ça vous explique en gros, à peu près dans tous les pays d'Europe, on a à peu près cette même pression de chasse qui est très très forte, et pour autant, le sanglier s'échappe. On reviendra pourquoi et comment, sur pourquoi est-ce qu'il s'échappe à ça. On parlait tout à l'heure de réponse démographique. Alors, ce sanglier est intéressant parce que, étant évidemment la même espèce que le cochon domestique, il partage toute une communauté de pathogènes avec lui. Alors, toutes ces maladies ne sont pas catégorisées, elles ne sont pas toutes dangereuses. Elles sont parfois à double sens, voilà. C'est pas toujours le sanglier qui est le réservoir pour la faune domestique. Mais avec l'assainissement, notamment en Europe de l'Ouest, d'un certain nombre de maladies, évidemment, le sanglier pose problème. Alors, au cochon principalement, mais vous voyez qu'en fait, pour la maladie de Ghiski, ça pose problème
sur les espèces de carnivores domestiques, voire sauvages, parce que c'est une problématique qui s'est posée notamment par rapport au lynx ibérique en Espagne. Le lynx ibérique qui partage, on va dire, les mêmes secteurs que les coteaux de chasse intensivement gérés par l'homme. L'hépatite E, qui est un peu quelque chose entre deux, parce que on n'est pas très au clair sur tous les facteurs de risque de l'hépatite E. Alors moi, je suis pas une grande spécialiste, mais vous avez une grande spécialiste ici qui s'appelle Nicole Pavio, donc vous pouvez lui poser des questions si vous êtes sur le campus. Voilà. La trichine, bien sûr, ça on sait, hein. Le sanglier, c'est un peu un dégât collatéral, mais le jour où on tombe sur un sanglier infecté, c'est triste, quoi, comme histoire. Ça peut être triste et collectif, on peut tous finir à l'hôpital. Donc il y a une réglementation qui est pas toujours très appliquée, hein, mais qui consiste à analyser ces animaux, surtout lorsque on fait en fait une vente des animaux. Et puis bien sûr la tuberculose dont on vient de parler, mais où le sanglier n'est pas tout seul, comme vous l'avez compris. Alors, je ne vais pas revenir trop sur la surveillance, mais en gros, sachez qu'on surveille depuis déjà très longtemps les causes de mortalité et de morbidité chez le sanglier avec un certain succès, parce qu'en fait, on a détecté un certain nombre de choses déjà. On a maintenant une nouveauté qui est le SAGIR renforcé, qui consiste à analyser toutes les carcasses. Alors là, c'est Stéphanie, la grande spécialiste maintenant, qui pourra aussi vous renseigner si vous avez des questions. Par rapport, par exemple, aux pestes porcines, on a renforcé parfois la surveillance de ces maladies en analysant toutes les carcasses. On a une surveillance également depuis 2010 qui s'exerce par le monde de la chasse sur les carcasses, la recherche de lésions, qui est quand même assez tuberculose centrée. Alors là, vous avez des mésentériques assez pathologiques sur la forêt de Bretonne, hein, toujours. Et puis, bien sûr, une fois qu'on veut savoir quelle est la tendance d'une maladie dans une population, comme tous les animaux ne sont pas forcément malades, il y a des animaux qui sont porteurs asymptomatiques, on exerce une surveillance un peu plus dite programmée ou active, des enquêtes ciblées. Alors sur cette espèce-là, c'est principalement par le biais du tableau de chasse, mais parfois on a des enquêtes un petit peu plus originales qui s'exercent au travers de captures, marquages, recaptures. Donc c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu et qui permet de suivre longitudinalement l'histoire des animaux. Et là, on l'a utilisé notamment pour étudier la peste porcine. Voilà, et puis Silvatube qui est un peu à la croisée des chemins et qui utilise un petit peu tous les modes de surveillance, qui est certainement le réseau le plus complexe actuellement. Alors, je vous illustre ça, c'est juste un exemple. La découverte par le réseau SAGIR en 1993 de lésions, c'est une métrite miliaire, donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros c'est un utérus qui est rempli de tout petits abcès partout. On peut isoler du coup la bactérie, on a Brucella suis biovar 2, qui est très très répandue. On le sait parce qu'on a réalisé une enquête sérologique en 2000-2004. Cette enquête sérologique nous a montré qu'en fait on a de la brucellose porcine à peu près partout chez le sanglier, sauf en Corse. C'est un peu quand même une originalité par rapport aux autres maladies, mais c'est comme ça, c'est l'insularité qui l'a protégée. Et puis en fait on peut se servir de ces cartes pour modéliser le risque. Alors là, c'est un débat qu'on n'aura pas ici, mais en fait, la donnée qu'on récupère est assez imparfaite. On est obligé de la refiltrer pour avoir une carte de risque un petit peu plus exacte de ce qui se passe sur le terrain. Alors vous me direz, quand on sait que les animaux sont malades, qu'est-ce qu'on fait? Alors si on a effectivement des populations cibles qu'on veut protéger, donc les cochons, là en l'occurrence, en France, on a une grosse population de cochons, hein, vous savez, on a 20 millions de porcs, je crois, hein. Donc une grande partie sont dans des bâtiments fermés et sont relativement sains parce qu'ils sont quand même plombés par d'autres choses. Mais par rapport à ces maladies réglementées, donc on veut les protéger par exemple de la maladie de Giski. Comment est-ce qu'on peut faire? On a un certain nombre de solutions. On peut évidemment jouer sur les notions de biosécurité, notamment sur les porcs planaires. On peut par rapport à l'homme et par rapport, on va dire, aux chiens, jouer sur l'hygiène des carcasses, et puis bien sûr sensibiliser le public, le consommateur. On peut ensuite jouer sur la dynamique du pathogène, au travers de la gestion des déchets, des viscères et carcasses, et puis éventuellement vacciner. Et enfin, on peut agir sur la structure, la démographie des populations sauvages, en essayant de diminuer la taille, on l'a vu tout à l'heure pour la tuberculose, limiter les mouvements ou limiter l'agrégation. Alors le problème, c'est qu'une population sauvage, c'est pas vraiment une population domestique. Donc toute la réglementation qui existe, effectivement, François l'a rappelé, s'applique plutôt dans un cadre d'élevage. Et quand on arrive sur de la faune sauvage, on est un petit peu démuni. Alors déjà, la taille de la population, là, vous pouvez oublier, hein, surtout à grande échelle, on n'a rien du tout. Voilà, on a des indicateurs de changement écologique qu'on développe aujourd'hui, mais qui sont des indicateurs de taille de population relative, valables sur un seul site.
On a évidemment un contrôle complètement limité des mouvements et de la dynamique de population. Et puis, on a des populations qui ont leur propre écologie, une structure socio-spatiale, qui suivent éventuellement la structure du paysage, et nos modes de gestion sont limités. Donc, on va illustrer un petit peu tout ça et l'effet sur les maladies. Je vous représente une population de sangliers. Alors déjà, un sanglier, comment ça vit dans la nature? C'est une société très organisée, assez matriarcale, avec des mamans, des filles, des sœurs, et puis leurs marmailles. Les mecs sont relativement tôt jetés du groupe. Ils ont 1 an pour se démerder, quoi. Et en gros, ils survivent pas très très longtemps parce qu'ils ont une pression de chasse qui est assez forte sur eux. Voilà. Et donc ces animaux, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se transmettre des maladies? Alors vous parlez souvent de densité-dépendance dans les papiers, je sais pas si ça vous parle, de R0. Alors tout ça, c'est vraiment de la théorie, hein, parce qu'après, concrètement, comment ça se passe? Alors déjà, quand je transmets une maladie, à part les gens que je connais dans ma famille, il m'arrive de rencontrer un petit peu les voisins, et puis un peu plus rarement les voisins qui habitent dans le bois d'en face. Si c'est une maladie sexuellement transmissible, je vais avoir une transmission qui va être limitée à un groupe de femelles qui est autour de moi, sur mon territoire. Et là, on va être plutôt dans une transmission fréquence dépendante. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir non plus une infinité de partenaires sexuels, même chez le sanglier. Ensuite, on peut avoir une densité dépendance qui s'exprime au travers d'une transmission indirecte, par exemple sur des places d'agrénage qui sont un lieu privilégié de passage des animaux en forêt. Et puis enfin, on peut avoir un peu tout à l'interface des domestiques et des sauvages. Ce qui fait que c'est pas si simple que la taille de population joue finalement sur toutes les maladies, et puis sur toutes les maladies de la même façon. Alors, application directe. Nos collègues espagnols qui ont effectivement des populations très plombées en beaucoup de maladies ont pu étudier ça de façon vraiment très détaillée. Ils ont développé quelque chose de très intelligent là-bas chez eux en été. Il n'y a plus trop de végétaux. Hein, voilà. Les animaux sont bien agrégés sur les points d'eau. Vous avez vu tout à l'heure les photos que Maria Laura a montrées. On est presque en Afrique. Hein. Voilà. Et dans ces environnements-là, en fait, on peut regarder, génial. On peut regarder les cacas dans la nature et regarder l'agrégation des cacas. Ce que nous, on ne peut pas faire, parce que l'été, on a des végétaux par terre, on ne peut pas trop faire ça. Mais du coup, ils ont développé cet indice d'agrégation, on va dire, et ils ont pu voir que, sans trop de surprise, la brucellose, qui est, on va dire, sexuellement transmissible par transmission verticale ou vraiment par contact direct, elle va pas être très, très, très densité dépendante ou agrégation dépendante. La maladie de Dajewski un petit peu plus, parce que bon, il y a la transmission sexuelle, mais on peut avoir un gros rhume et éternuer autour de ses petits camarades. Et puis la tuberculose qui réside dans le milieu extérieur, sans surprise, elle est extrêmement dépendante de l'agrégation des animaux. On a aussi quelque chose qui est très intéressant ici, c'est une expérimentation qui a été faite en Espagne de diminuer la taille de population de moitié. Bon, en gros, ils ont chassé un peu plus que d'habitude, hein. On est à 40%, ils sont montés à 50%. Annoncé. Alors, je ne sais pas comment vraiment on peut l'affirmer, mais on va dire qu'ils ont bien chassé. Et ça a un effet sur la tube, mais pas sur l'OGSKI, ce qui est assez logique vu ce qu'on vient de dire précédemment. On a ici le cas de la peste porcine classique, qui a été très longtemps désignée comme une maladie de densité dépendante. Alors là, je vous ai mis sur une carte, en fait, différentes durées de foyer en fonction de ce qu'on avait là, c'est-à-dire le tableau de chasse. Donc effectivement, quand on regarde comme ça, on se dit, ah ouais, c'est vachement dépendant de l'abondance des animaux, mais en fait, en réalité, c'est surtout dépendant de la dimension du paysage qui peut être envahi par le virus. Vous voyez ici, en fait. C'est quelque chose qui dépend, en fait, de la structure du paysage, et malheureusement, on ne peut pas vraiment maîtriser la structure du paysage. Il se trouve qu'il y a une rivière ici, il y a une souche ici, une souche là, qui ne se sont jamais rencontrées. Voilà. Et puis il se trouve qu'ici, je peux en parler tout à l'heure, on a une autoroute et puis un canal, et puis une étroiture dans la forêt qui est historique. Et en fait, là, ça passe pas, quoi. Voilà. Pour ce qui concerne l'artificialisation, en fait, de ces populations sangliers, évidemment, on a des effets. C'est très intéressant ici de voir sur cet article qui est un petit peu ancien, mais qui est très très bien, de Christiane Gortazar, que, en fait, sur la maladie d'Ogeski, vous voyez les points en noir, là, je ne sais pas si ça se voit très très bien, mais ils sont là. C'est les fenced, voilà. Alors les fenced, ceux qui sont en noir foncé, ils dépendent pas tellement de l'abondance ni de l'agrégation des sangliers, ils sont hauts partout, quoi. Parce qu'en fait, l'agrégation qu'on génère par l'artificialisation des animaux va avoir un effet immédiat sur la prévalence de la maladie d'Ogeski, beaucoup plus finalement que l'abondance des animaux. Ça, c'est aussi intéressant sur la tuberculose, c'est une étude un peu plus récente de Joaquín Vicente,
qui montre en fait, effectivement, on a un lien avec, c'est le tableau de chasse, entre la prévalence de lésions, là pour le coup, de la tuberculose avec l'abondance du sanglier, mais le facteur vraiment le plus incroyable, hein, c'est la pluviosité. Et en fait, vous vous souvenez, les points d'eau, la sécheresse l'été, c'est-à-dire qu'au-delà de l'abondance et puis même de l'artificialisation du milieu, si vous allez à Doñana, qui est un site qui est complètement naturel, c'est un parc national, il n'y a pas d'agrainage, voilà, mais il y a beaucoup d'animaux et il y a une agrégation très forte. Vous montez à des prévalences de tuberculose qui sont très élevées, on est de l'ordre de, je sais plus, de 80%, je crois. On est complètement à l'est. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Contrôle par la chasse. Alors déjà, la chasse, c'est pas magique, parce que quand on chasse, on bouge les animaux, on les décantonne. Et surtout, on a une réponse démographique qui est très rapide. On a une espèce qui est très douée pour ça. Ok, tu me chasses, je vais reproduire à 6 mois. Voilà, vas-y, continue à chasser, pas de problème. Hein. Je fais 12 mamelles au lieu de 10. On a sélectionné du cochon comme ça. Hein. Donc en fait, on a quelque chose là qui est un petit peu pervers, c'est que plus on le chasse et plus il échappe. Donc il y a des théories qui sont développées comme quoi en fait, il y a même une sélection des animaux les plus productifs et les plus précoces. Et puis bon, il faut reconnaître aussi, hein, la pression de chasse est limitée, et puis les chasseurs n'ont pas spécialement envie non plus que les populations s'effondrent. Donc en fait, il y a aussi à travailler sur cette composante sociale de la chasse. Alors les cache-trappes, c'est vraiment anecdotique. Ça se fait dans la ville de Barcelone. Ils seront bientôt dépassés, hein, parce que voilà, les cache-trappes, nous on le sait, hein, c'est des nuits et des nuits pour vider la mer avec une petite cuillère. Le poison, l'hélicoptère et la kalachnikov, chez nous, c'est pas très en vogue. Voilà. Mais ça existe, hein, je vous le dis, parce que moi j'ai fait un congrès Best Vertebrate Control il y a quelques années en arrière, et c'est vraiment quelque chose qui est dans le range non natif du sanglier. Enfin, chez nous, ça pose un certain nombre de questions éthiques et puis de risques pour les espèces non cibles, dont l'homme. L'agrainage, alors l'agrainage, évidemment c'est très décrié comme pratique. Alors il faut se souvenir quand même que l'agrainage, il y a des raisons pour lesquelles on agrène, au-delà du fait de faire plaisir à un certain nombre de gens. L'agrainage, c'est aussi quelque chose qui est quand même très efficace pour protéger les cultures. Donc si on arrête d'agrainer du jour au lendemain, on aura des gros problèmes quand même. Parce que l'économie de la faune sauvage aujourd'hui en France, hein, Marielle, c'est pas les maladies, hein, c'est les dégâts. Surtout dans la Meuse. Hein, voilà. Depuis que t'es partie, ça va, ça s'est arrangé certainement, mais voilà. Alors, donc on a vraiment des gros problèmes par rapport à ça qui font que c'est un peu difficile d'arrêter complètement d'agrainer. Ça peut augmenter l'efficacité de la chasse. Bon, après, ça, on peut débattre. Moi, je suis pas une spécialiste de cette question-là. La délivrance des vaccins, en tout cas, c'est sûr, c'est vraiment quelque chose de très utile. Mais évidemment, voilà, c'est presque fini. Le fait d'agréger, c'est quand même un problème pour la contamination par rapport à des maladies contagieuses. Et on va avoir évidemment une grosse pression dans le futur pour passer à un agrainage plus raisonné. Le fait aussi d'interdire l'agrainage, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez testé, mais je peux vous dire que sur notamment la Côte d'Or, c'est quelque chose qui avait posé problème avec des fuites de tuberculose en dehors de la zone infectée. Donc c'est pas toujours non plus idéal. Alors je vais passer très vite. Les effets barrières, on les a un petit peu étudiés. Alors effet barrière pour un sanglier, il faut savoir ce que c'est qu'une barrière. Donc là, on avait suivi pendant 2 ans toute l'autoroute A4. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des effets barrières qui n'étaient pas toujours très simples à comprendre, mais ça marche. Mais c'est pas du 100%, et puis ça pose problème pour d'autres espèces, évidemment, quand on clôture tout. Alors, à la demande de François, j'avais quand même parlé de la PPA. Donc, excusez-moi si je suis un peu longue, mais la peste porcine africaine, c'est une belle illustration de cette histoire de clôture. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire. En 2007, on a, on va dire certainement un plateau repas d'avions ou de bateaux qui arrivent infectés en Géorgie. Et puis, malheureusement, ils tombent sur un cochon. Voilà. Le cochon rencontre un autre cochon. Peut-être un Russe emmène un cochon sous son bras, l'emmène en Crimée et puis dans le nord de la Russie, à la frontière biélorusse. Bref, la maladie s'étend petit à petit, soit par saut, soit en tache d'huile ici. On est dans des zones très forestières, notamment en Estonie. Et on a quelque chose qui va se répandre au travers aussi des populations de sangliers. Donc la grande question, on s'est posée en 2014 quand c'est arrivé dans l'Union européenne, alors que la maladie était là depuis un moment, hein, c'est quel est le rôle du sanglier, comment gérer. Alors les Lituaniens ont essayé, hein.
Là, ils étaient à la frontière de la Biélorussie, qui n'a plus de foyer officiellement. C'est très très drôle, hein, un peu comme Tchernobyl. Donc voilà, et là on est vraiment dans une zone très forestière, et vous voyez qu'en fait, vous voyez ces petits traits là, ils ont essayé de protéger la Lituanie avec des repellents, avec des petits piquets, avec des produits pour repousser les sangliers. Bon, voilà. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie se transmet de sanglier à sanglier, mais pas par mouvement sanglier, et bon, évidemment, la maladie a continué à avancer. Et c'est quand même intéressant. Et moi, juste avant la présentation de ce monsieur, qui est vraiment quelqu'un de très, très chouette, hein, par ailleurs, il présentait ça, puis moi je venais de dire, ouais, les grillages, laissez tomber, quoi. Et en fait, ils avaient déjà posé des grillages de sur 10-15 km, sauf qu'en fait, comme on ne sait pas vraiment où est la maladie, bah évidemment, ça n'a pas marché, quoi. Voilà. Donc ils ont dépensé des millions d'euros pour mettre des grillages sur des kilomètres et des kilomètres, mais ça n'a pas marché. Et à l'inverse, très récemment, ça date de juin de cette année, on a un foyer dans une station-service à la République tchèque, à la frontière entre la République tchèque et puis, je ne vais pas dire de conneries, mais là, c'est la Slovaquie, c'est ça, non? Voilà. Donc là, on est sur une route, hein, tout simplement, avec une station-service. On a ce genre de choses. Aussi, c'est en Lituanie, mais ça pourrait être en République tchèque, ça pourrait être chez nous. Hein. Voilà. Et donc, du coup, on sait un peu l'angoisse, parce que, en fait, évidemment, ce sanglier-là, il n'est pas venu tout seul. Hein. Il est venu, on ne sait pas comment. La peste porcine, en tout cas, qui l'a infecté, certainement est venu en voiture. Et donc, pour la suite, vous voyez que les barrières qu'on peut opposer à la faune sauvage ne sont pas les seules réponses. Voilà, donc je vais pas non plus trop m'étendre, mais on peut vacciner les animaux sauvages simplement, ça marche pas pour toutes les maladies et c'est un petit peu long. Et aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée de gérer les interfaces. Donc gérer les interfaces, ça, c'est compliqué parce que il faut pouvoir gérer un certain nombre de choses. Ici, les viscères, vous voyez, l'éducation des gens à la consommation. Et puis, au niveau des élevages de porcs plein air, ça marche pas toujours. Donc, il y a certainement des choses à mieux gérer dans le futur. Alors, soit au travers d'outils et d'études, soit au travers peut-être aussi d'une autre considération du sanglier. Moi, c'est une espèce que j'aime bien, que j'ai découvert un peu par la force des choses, hein, pour manger. Hein, voilà. Donc, j'ai travaillé sur le sanglier parce que j'avais trouvé un boulot pour travailler sur le sanglier. Puis finalement, je trouve que c'est une espèce plutôt sympa. C'est vrai qu'elle est très, très répandue. Elle n'est pas très aimée toujours. Mais en fait, elle peut être intéressante soit à gérer au travers d'indicateurs. C'est vrai que des indicateurs de maladies, ça c'est pas quelque chose qui est très développé pour l'instant, mais on pourrait imaginer utiliser les maladies plutôt comme des alliés que comme des ennemis pour suivre la santé des populations. Et puis c'est des animaux qui vont partout, y compris en ville, et ce serait certainement de bonnes sentinelles pour nous par rapport à un certain nombre de problèmes, antibiorésistance, ou polluants, perturbateurs endocriniens, que sais-je, dans le futur. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu. Merci, Sophie.